à tous et bienvenue à cette rencontre conférence en ligne Liège Créative. Je vais commencer par vous dire juste quelques mots sur Liège Créative pour ceux d'entre vous qui peut-être ne connaissent pas encore le forum. C'est un espace de rencontre permanent qui a vraiment pour but de décloisonner les publics venant d'horizons différents et donc les publics des entreprises, de la recherche, du pouvoir public ou même les citoyens. Et donc, nous cherchons à faire cela à travers une programmation de rencontres-conférences de 2 à 3 rencontres par semaine autour de thématiques variées qui favorisent aussi la transdisciplinarité et qui ont pour thématique l'innovation, qu'elle soit sociétale ou technologique. Alors, pendant notre lancement de saison, on avait choisi comme thématique la sobriété et on avait déjà un peu parlé de la sobriété numérique. Et notamment de tout ce qui est l'empreinte carbone du numérique, qui en fait est de plus en plus important suite à l'accélération de la digitalisation et de la transformation numérique de notre société. Donc nos orateurs vont nous en parler. Mais évidemment, cette transformation numérique, on est bien conscient qu'elle nous apporte également énormément d'avantages et qu'elle est incontournable pour tous aujourd'hui, peu importe l'organisation ou l'entreprise pour laquelle on travaille. Donc c'est vraiment ce paradoxe, cette problématique que nous avions envie de creuser avec la rencontre d'aujourd'hui. Donc comment vraiment concilier cette innovation numérique avec tout ce qui est objectif, objectif du développement durable. Pour nous en parler et pour modérer tout d'abord les échanges, j'ai la chance d'avoir avec moi Nicolas Neusen, qui m'a bien aidé dans la partie débat. Déjà, merci Nicolas pour ta modération. Alors Nicolas Neusen, il est docteur en sciences économiques et de gestion, chargé de la transformation numérique et chargé de cours à HEC Management School, donc de l'Université de Liège. Et dans ce cadre, il fait également partie du HEC Digital Lab, qui a plusieurs publications, notamment les cahiers du digital, et dont le dernier parle justement de numérique responsable. Donc on s'est dit que c'est vraiment la personne idéale pour s'occuper de modérer les échanges entre nos deux orateurs, qui sont tout d'abord Olivier Pergens, donc la personne idéale pour nous parler du numérique responsable, puisqu'il est directeur de l'Institut belge du numérique responsable. Donc, Olivier a une expérience de plus de 20 ans dans tout ce qui est entreprise internationale en tant que directeur informatique. Donc, il a dirigé des équipes techniques un peu partout dans le monde. Et puis, donc, il s'est tourné vers cet institut belge du numérique responsable. Donc, à la base, l'Institut du numérique responsable, ça a été développé en France, on me corrigera peut-être. Et donc, c'est une communauté qui rassemble plus de 200 membres, sont d'acteurs économiques variés, qui sont en faveur d'une transformation numérique qui soit plus responsable, mais aussi éthique, humaine et respectueuse de l'environnement. Alors, en Belgique, il y a déjà près de 52 grandes entreprises, PME, associations, services publics et également universités qui ont rejoint cet institut. Et donc voilà, il nous en dira plus lors de son intervention. Et nous avons également avec nous Lisa Lombardi, qui est experte donc en entrepreneuriat, PME et numérique à l'Union wallonne des entreprises. Et donc Lisa est économiste de formation et elle est active dans le monde du numérique et de l'entrepreneuriat depuis une quinzaine d'années. Donc elle est experte au sein de l'Union wallonne des entreprises depuis 2019, où elle y anime notamment la commission numérique et le comité jeunes, qui réunit des jeunes CEO. Elle est également membre du comité de pilotage de l'initiative Entreprise en marche, qui vise à accompagner le changement de management pour mettre justement l'humain et la nature au cœur des organisations. Oui, merci Anne. Voilà, je vais vous faire une petite intro très rapide pour présenter un petit peu l'Union wallonne des entreprises et voilà notre lien avec la thématique du jour. Déjà, ouais, en ce qui me concerne, l'introduction a déjà été faite, mais peut-être juste mon adresse email si jamais voilà,
il y a des questions ou des points que vous voudrez aborder par après. J'en ai déjà noté par rapport aux 5 minutes de discussion en sous-groupe. Donc, voilà, j'ai déjà noté quelques points pour lesquels il y aura du suivi à faire. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'UE, nous sommes la fédération des entreprises de Wallonie. Nous représentons les 80 000 entreprises de Wallonie. Nous sommes aussi une fédération de fédérations. Donc, nous regroupons 25 fédérations sectorielles, donc qui sont elles-mêmes voilà, des regroupements d'entreprises par secteur, comme par exemple Agoria, Essentia ou Fevia pour ceux qui connaîtraient ces fédérations. Alors, on a en gros identifié différents défis pour la Wallonie, hein, pour des objectifs à atteindre pour redevenir notamment une des régions les plus compétitives d'Europe, contribuer aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre, viser un taux d'activité de 80%. Voilà 3 grands objectifs que l'UE a fixés pour la Wallonie. Et finalement, la thématique dont on va parler aujourd'hui, elle vise directement en fait chacune de ces 3 thématiques de façon un petit peu séparée. Mais on voit vraiment qu'il y a des liens qui se font et qui s'entrecroisent avec chacun des objectifs que nous avons identifiés pour donner force à la Wallonie et viser l'harmonie dans notre région. On a un focus au niveau de l'UE, donc comme vous l'avez vu, au niveau de nos priorités, on a un focus qui est fort sur la durabilité et la soutenabilité. Donc, on s'est vraiment fixé comme objectif d'accompagner le changement que connaissent et vont connaître de nombreuses entreprises. Hein. Enfin, voilà, on ne va pas devoir repasser en revue toutes les crises que l'on a connues, que l'on connaît et que l'on va encore probablement connaître. Et donc, c'est nécessaire d'accélérer la transition, qu'elle soit énergétique, écologique, numérique et sociétale, d'inscrire les entreprises dans une démarche de durabilité et de RSE pour pouvoir générer des impacts positifs. On a également un objectif fort d'inscription des entreprises wallonnes dans une économie qui soit plus circulaire et qui soit porteuse d'efficacité et d'opportunités. Et on a vraiment envie de pouvoir voilà, renforcer la triple alliance, le trio gagnant des acteurs, public, privé, le gouvernement, les citoyens, dans une trajectoire qui allie bien-être, prospérité et durabilité. Donc, on est vraiment engagé très fortement dans ces objectifs-là. On met rapidement un petit panorama de ressources qu'on met à disposition et qui peuvent un peu vous être utiles si vous souhaitez en savoir plus par après, au-delà de la présentation d'aujourd'hui. Comme Anne l'a souligné, en ce qui me concerne, moi j'anime une commission numérique. Donc en fait, c'est une commission qui réunit des membres de l'UE, donc des entreprises. Et on a dans un des axes de notre commission, un axe fort sur le numérique responsable et l'inclusion numérique. On a notamment signé également la charte pour l'inclusion numérique en juin dernier, donc on s'engage véritablement à promouvoir l'inclusion par le numérique. Nous avons une commission également spécifiquement dédiée à la RSE, qui, elle, est coordonnée par ma collègue Aurélie Laurent, qui est présente aujourd'hui. Donc, certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de découvrir au travers des sous-groupes. On a également une cellule environnement qui est dédiée véritablement à la sensibilisation des entreprises wallonnes à une meilleure gestion et intégration des composantes environnementales dans leur activité. Et on a également, depuis notre implication forte en tant que SDG Voice en 2020, on a lancé une initiative qui vise vraiment à encourager un maximum d'entreprises wallonnes à se lancer dans la prise en charge d'un ou de plusieurs objectifs de développement durable au travers d'un portail qui présente des actions concrètes en la matière. En ce qui concerne la thématique d'aujourd'hui, pour info aussi, je vous inviterai à aller jeter un œil si ça vous intéresse. La cellule environnement a préparé des fiches pratiques. Donc, ce sont des documents qu'il est facile de diffuser ou d'afficher en entreprise pour pouvoir diffuser des bonnes pratiques. Et il y en a 2 en particulier qui sont relatives au numérique responsable. D'une part, au niveau des usages du personnel et d'autre part, en matière d'équipement numérique. Donc, je vous inviterai aussi à jeter un œil si ça vous intéresse. Également au catalogue d'actions concrètes pour les entreprises. Il y a aussi, pour ceux qui s'intéressent, un SDG Forum qui aura lieu le 9 décembre à Charleroi et qui va vraiment se focaliser aussi sur ce qu'on peut mettre en place dans les entreprises et les organisations, hein, parce qu'il
pas que les entreprises privées, il y a aussi les organisations telles que par exemple l'Université de Liège, qui peuvent mettre en place des choses pour s'impliquer dans les SDG. On a également une ressource très pratique, j'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir dans le débat par après, mais je vous donne déjà la référence. C'est Digital for Climate, c'est une enquête, une étude même, qui a été menée par Agoria, qui est donc une de nos fédérations sectorielles, qui est très, très intéressante et qui présente véritablement des résultats très intéressants en matière de contribution du numérique à la réduction des gaz à effet de serre. Voilà pour la petite intro. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Donc Olivier Vergens, merci déjà pour l'introduction que vous avez faite tout à l'heure. Je ne vais pas devoir en faire trop à mon sujet. Vous avez mon adresse email aussi au cas où vous souhaitez me contacter après. Alors, pourquoi parlons-nous de numérique responsable aujourd'hui? Eh bien, on va parler en particulier des impacts environnementaux. Jusque tout récemment, on en entendait très très peu parler des impacts environnementaux de l'IT. On commence à entendre dans les médias qu'il y a plus d'émissions de gaz à effet de serre que pour l'aviation civile qui sont issues du numérique. Mais il y a toute une série d'autres impacts, que ce soit différentes pollutions, de consommation de ressources, de métaux, de terres rares, d'électricité, hein. Il y a plus de 10% de la consommation électrique mondiale qui est faite par le numérique. Et puis, ça crée énormément de déchets, et en particulier beaucoup qui vont sur des décharges en Afrique encore, malgré toutes les collectes d'équipements qu'on fait. Et puis, il y a toute une série d'impacts sociaux, que ce soit au niveau des conditions de travail dans les mines pour l'extraction, dans la fabrication, dans les usines. Et puis, dans nos pays, ben, il y a tout ce qui est lié à l'utilisation. Ça va être les problèmes d'accessibilité, inclusion, dont Lisa a déjà parlé un petit peu, les problèmes aussi d'addiction, etc. Il y a toute une série de problèmes. Et puis, en fin de vie, de nouveau, à cause des différentes pollutions qui vont se créer autour des déchets, ça impacte évidemment les populations autour de ces déchets. Et l'idée du numérique responsable, c'est d'essayer de transformer les 3 P du développement durable, People, Planet et Prosperity, en action, en particulier pour les entreprises et les organisations. On va travailler d'abord sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, c'est ce qu'on appelle le Green IT en général. On va aussi travailler sur tout ce qui est utiliser le numérique pour pouvoir réduire notre empreinte dans d'autres domaines, et ça peut être la gestion automatisée des bâtiments, par exemple, ou de l'énergie, ou des choses comme ça. Il y a toute une partie liée à la transition énergétique et les énergies renouvelables qui sont directement liées à l'IT for Green. Ça peut être aussi dans des domaines comme l'agriculture, etc. On en parlait dans le court moment d'échange avant avec un des participants. Et puis, on va avoir la même réflexion au niveau humain et sociétal. Comment réduire les impacts négatifs du numérique, donc tout ce qui est exclusion, problème d'accessibilité, tous les problèmes d'éthique, de protection des données, et créer des services vraiment destinés à la société, à l'humain, pour améliorer la situation de la société au sens large. Donc voilà, les 4 axes du numérique responsable, ceux sur lesquels on travaille le plus dans notre association sont le Green IT et le Human IT, puisqu'IT for Green et IT for Human sont souvent des solutions mises à disposition par des entreprises qui ont leur propre service marketing. Et nous, on est plus là pour faire connaître les autres impacts, réduire les impacts négatifs. Donc effectivement, plus de 200 membres à l'international dans nos associations en France, Suisse et Belgique, de tout. Ce qui permet vraiment des échanges assez riches en fonction des sujets qu'on aborde. Et entre-temps, vous mentionniez tout à l'heure 52 membres, on en a 55 depuis lors, donc ça continue à avancer de plus en plus en Belgique. Et vous voyez qu'il y a vraiment de tout, des très grandes, des très petites entreprises, moyennes, des ASBL, des universités, des associations, des fondations, des services publics. Et si vous ne voyez pas encore votre logo, eh bien, ça veut dire qu'il est temps de nous rejoindre. Alors, l'impact des équipements, d'où vient-il? D'abord, très rapidement, qu'est-ce que c'est que l'infrastructure numérique? Il y a tous nos terminaux, que ce soit les montres connectées, les caméras de sécurité, les smartphones, ordinateurs, télévisions, Smart TV en plus maintenant, qui se connectent à Internet via toute une série de réseaux, que ce soit 3G, 4G, 5G, la Wi-Fi, la fibre, etc. Tout ça pour se connecter à des data centres et des serveurs de stockage dans le cloud. Alors, à votre avis, je ne vais pas vous demander de me le mettre dans le chat, mais juste réfléchir un tout petit instant. À votre avis, est-ce que les impacts environnementaux qu'on va retrouver viennent principalement des équipements des utilisateurs, ou des équipements réseau, ou des centres informatiques? Et vous voyez qu'on a une série d'impacts, que ce soit la consommation d'énergie au sens large qui va déjà se faire au niveau de l'extraction. On a besoin de beaucoup d'énergie pour extraire tous ces métaux. Les gaz à effet de serre, la consommation d'eau, consommation d'électricité, j'en ai parlé, et puis les ressources comme les métaux. Eh bien, l'impact principal vient
des équipements des utilisateurs, tout simplement à cause de la quantité d'équipements qu'on a. Dans le monde, il y a un petit peu moins de 100 millions de serveurs dans les centres informatiques, 100 millions, un peu plus de 1 milliard d'équipements réseau et plus de 40 milliards d'équipements utilisateurs. Et c'est cette quantité d'équipements qui va avoir l'impact. On va le retrouver en particulier dans la partie ressources. Vous voyez que 75% de l'impact en ressources vient des équipements utilisateurs à cause de cette quantité de gadgets et d'équipements qu'on fabrique, en particulier des équipements qu'on remplace très très vite. Là où au niveau des serveurs et des centres informatiques, on va remplacer, et des réseaux, etc., on remplace nettement moins vite ces équipements et sur des équipements qui sont beaucoup plus mutualisés. Et c'est pour ça qu'on voit que parmi les lignes liées au réseau et au centre informatique, c'est clairement l'électricité qui est le plus important chez eux. C'est des équipements qui tournent 24 heures sur 24, là où l'électricité va être nettement plus bas que les autres indicateurs pour les équipements utilisateurs, puisque normalement votre télévision est éteinte pour l'instant, par exemple, ou les équipements que vous n'utilisez pas. Et donc, cet impact lié à la fabrication, ce n'est pas uniquement nous qui le disons, c'est aussi les fabricants. Vous allez retrouver ici, par exemple, Apple qui publie les informations sur le cycle de vie d'un smartphone. Vous voyez 72 kg de gaz à effet de serre liés à la durée de vie sur une estimation de 3 ans d'un smartphone. C'est calculé par Apple sur 3 ans. Et presque 80% de l'impact est lié à sa production. Vous voyez que, donc ça veut dire que lorsque vous achetez un nouveau smartphone, vous avez déjà quasiment 60 kg de gaz à effet de serre qui ont été émis avant même de l'allumer. Et en plus de ça, vous allez avoir extrait plus de 200 kg de roche pour produire ce petit smartphone de 120 grammes à peu près. 200 kg de roche, 60 kg de gaz à effet de serre, vous partez avec ça dans votre sac à dos en plus de vos 120 grammes d'un nouveau smartphone. Tout ça à cause de la quantité phénoménale de matières premières qu'on va retrouver dans les smartphones. Il y a 50 à 60 matières différentes qu'on va retrouver dans les smartphones. Et on est capable d'en recycler aujourd'hui que 17 sur ces 60. On ne les recycle même pas toujours dans tous les cas. Mais donc, il y a énormément de pertes à chaque fois qu'on change nos équipements. Il y a vraiment une perte de matières premières, même si on recycle une partie, il y a beaucoup qui va être perdu. Et il faut savoir que le recyclage en lui-même consomme énormément d'énergie aussi, est très polluant. Et donc, vraiment, la question, ça va être comment est-ce qu'on peut garder nos équipements le plus longtemps possible et en acheter le moins possible, histoire de fabriquer moins d'équipements. Tout ça vient en particulier à cause de l'extraction des minerais, j'en parlais. Alors ici, vous avez une mine et il y a un artiste qui a rajouté au milieu la sphère que vous voyez, c'est une sphère de cuivre, c'est photoshopé, pour montrer la quantité de cuivre qui a été extraite de cette mine. Vous avez une sphère de 95 mètres de diamètre et pour arriver à extraire cette quantité de cuivre, il a fallu creuser une mine de 2 km de large, 762 mètres de profondeur, c'est l'équivalent de 2 tours Eiffel et demi à peu près. Et tout ça, ça correspond à le petit point blanc que vous voyez en plein milieu, là, point rouge maintenant, c'est la sphère. Vous avez ici autour le cratère qu'on voit à l'image. Et puis tout le reste, eh bien, c'est 25 km² d'impacts environnementaux liés à cette mine. Ça va être les rejets, évidemment, tout ce qui est roche, etc., inutilisé, mais aussi de l'eau très fortement polluée, toute une série d'impacts environnementaux, tout ça pour 95 mètres de sphère de cuivre. Et évidemment, la même chose pour tous les autres métaux. Au niveau des usages, les usages viennent tout simplement de la quantité de données qu'on va créer, transférer, stocker, etc. Et on voit qu'on a une accélération phénoménale de la quantité de données. On était en 92 à 100 gigabytes par jour. On est passé en 2007 à 2000 gigabytes par seconde et on est en 2022 à 150 000 gigabytes par seconde. Donc vraiment phénoménal et principalement lié aux vidéos. Vous voyez que 80% de nos usages, de la quantité de données transférées via Internet, 80% c'est de la vidéo et en particulier la vidéo en ligne qui va être tout ce qui est Netflix, YouTube, beaucoup de pornographie là-dedans comme vous le voyez dans le graphique ici. Dans les autres vidéos, vous allez avoir par exemple ce qu'on est occupé à faire maintenant. Et puis, vous allez avoir ici les usages hors vidéo comme les sites web, les emails, les choses comme ça. Et donc, lorsqu'on vous dit qu'en nettoyant votre boîte mail, vous allez sauver la planète, eh bien malheureusement, c'est assez faux. Quelle va être la solution par rapport à ce type de problématique? Ça va être en particulier de réduire la quantité de vidéos qu'on va regarder, baisser la définition de ces vidéos, essayer d'éviter d'être en 4K ou même en HD, en particulier sur des smartphones, ça n'a pas tellement d'intérêt. Dans des calls comme maintenant, coupez votre caméra par exemple si vous n'avez pas besoin d'interagir directement.
C'est des petites choses qui peuvent aider un petit peu. Et puis, malgré tout, dans les emails, par exemple, éviter les pièces jointes et plutôt utiliser des plateformes de transfert comme Swiss Transfer, WeTransfer ou autres. Il y a toute une série d'autres usages, d'autres bonnes pratiques évidemment pour réduire les usages. J'ai pas trop le temps aujourd'hui d'en parler. Dans les usages, on va avoir des impacts sociaux. On a parlé un petit peu d'inclusion ou d'exclusion et d'accessibilité. Il y a plein de types, par exemple, de handicaps qui peuvent gêner l'utilisation du numérique. Et pour vous donner un petit exemple, juste vous montrer un graphique. Pour quelqu'un qui n'est pas daltonien, ça va être assez facile d'aller lire la légende par rapport au graphique. Mais pour quelqu'un qui est daltonien, ça peut être beaucoup plus compliqué de commencer à faire le lien. Et donc là, on n'est même pas sur une question de site web ou de service numérique, mais potentiellement d'une présentation que vous donnez à vos collègues, ou bien vous voulez demander à votre patron une augmentation et vous lui montrez vos résultats. Et si votre patron est daltonien, eh bien malheureusement, il ne sait peut-être pas lire les beaux graphiques que vous lui avez faits. Et il suffit de changer la façon dont on présente les informations, ça peut suffire pour résoudre une série de problèmes comme le daltonisme par exemple. Vous voyez qu'on se retrouve avec quelque chose qui devient lisible pour tout le monde. Le daltonisme, il y a un homme sur 12, donc 8% des hommes sont daltoniens. Il n'y a que 0,5% des femmes, mais 8% des hommes. Donc, c'est quand même un problème assez fréquent dans la population et auquel on ne pense pas dans nos usages au quotidien. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire au sein des organisations. On va, entre autres, pouvoir évidemment réduire son empreinte carbone, agir pour l'inclusion, mais aussi anticiper toute une série de nouvelles réglementations, de risques, réduire ses coûts aussi, que ce soit aux achats des équipements, dans le développement d'applications ou de sites web ou de services, etc. Et on va le faire en ayant vraiment toutes les personnes de l'entreprise qui ont un rôle à jouer. Ça n'est pas quelque chose de spécifique à l'informatique. Par exemple, l'équipe marketing, c'est elle qui va choisir ce qu'on va mettre sur le site web. C'est elle qui va décider si on met des vidéos ou pas, si ça doit être en haute définition ou pas, si elles doivent démarrer automatiquement ou pas, etc. Et donc ça, c'est le donneur d'ordre en fait qui va avoir son rôle à jouer, tout comme chacun des acteurs dans l'entreprise qui aura quelque chose à faire. Et les actions, on va travailler sur 3 axes. En premier, tout ce qui est équipement, que ce soit les achats, la durée de vie, la maintenance, la fin de vie. On va travailler aussi sur tout ce qui est usage, former les collaborateurs, les informer sur les bonnes pratiques, aussi sur les usages de ces clients potentiellement. Et en particulier, pour y arriver, on va le faire à travers l'éco-conception de services numériques. Et là, l'idée, ça va être d'utiliser tous les principes d'éco-conception qu'on va retrouver dans tous les autres domaines, pas uniquement dans l'IT, questionner les besoins, questionner le design, et puis voir comment créer un produit ou un service qui a le moins d'impact possible et qui sera le plus aussi réutilisable, réparable et recyclable à la sortie. Alors, pour y arriver, évidemment, notre institut propose une série de choses. Il y a toute une série de guides, outils et formations. Vous allez retrouver, si vous regardez le PDF qui vous sera fourni après, vous aurez à chaque fois les liens que vous retrouvez sur chacun des slides. Mais ici, vous avez le lien vers nos différentes ressources. Et évidemment, on a plus d'outils et de guides pour nos adhérents, en plus par rapport à ce qui est disponible gratuitement. Entre autres, vous allez pouvoir accéder, par exemple, à une petite calculatrice individuelle pour estimer votre impact individuel du numérique par rapport à vos transports, pour vous donner des ordres de grandeur et de comparaison. C'est un des exemples de choses que vous retrouverez. Parmi les choses qu'on vous propose, il y a évidemment le fait d'adhérer et de devenir membre, ce qui aussi soutient notre action, nous permet d'aller faire des interactions grand public, d'aller parler dans les universités, etc. On vous propose de signer une charte numérique responsable, c'est tout à fait gratuit et c'est indépendant. Vous pouvez signer la charte sans être membre, vous pouvez être membre sans signer la charte. Et potentiellement aussi, vous pourriez être intéressé de passer le label numérique responsable, qui est aujourd'hui le seul label existant pour labelliser les organisations et labelliser en fait leur démarche numérique responsable, leur plan d'action. Concernant la charte, on a une cérémonie de signature qui aura lieu le 23 novembre à l'ULB à Solvay et en ligne aussi. Et donc, si vous souhaitez signer la charte et être parmi nous pour mettre en avant votre organisation, n'hésitez surtout pas à me contacter pour avoir plus d'infos à ce sujet-là. Et comme l'aurait dit Q dans un bon James Bond, juste une dernière chose avant de terminer pour passer la parole à Nicolas et au débat. Un petit outil qui est vraiment bien pratique si vous devez de temps en temps imprimer des pages web et que vous n'avez pas envie d'imprimer tout ce qui est publicité, etc. Ça s'appelle printwhatyouLike.com et ça vous permet de nettoyer tout ce qui est inutile, de passer automatiquement en noir et blanc, en recto verso, etc. Et donc d'avoir beaucoup moins d'impact en encre puisque l'encre coûte très cher. Voilà, comme ça vous avez notre LinkedIn, l'adresse email globale de notre équipe et puis notre site web. Merci beaucoup.
Merci Olivier pour cette présentation qui déjà permet d'avoir pas mal de bases hein, sur les définitions, sur l'ampleur que représente le phénomène. Merci aussi à Lisa pour cette présentation de départ. Donc je vous propose de passer à un petit échange. Justement, je vais vous poser quelques questions. Je vous rappelle aussi que tous les participants peuvent poser leurs propres questions via le chat. Et Anne se fera un plaisir de les relayer à la fin de ce petit échange. Alors tout d'abord, moi je voulais un peu eh bien, avoir une meilleure vue peut-être sur ce qui est, quel est l'état des lieux finalement en Wallonie et peut-être comparativement avec nos voisins. L'ISIT, c'est effectivement une bonne cinquantaine de membres. L'Union wallonne des entreprises, c'est beaucoup plus. Mais voilà, est-ce qu'il y a la possibilité de voir un peu quelle est la part d'entreprises ou d'organisations qui sont déjà bien conscientisées, celles qui sont déjà passées à l'action? Est-ce que vous avez un peu des données à nous partager sur les progrès qui ont été faits ces derniers temps? Lisa, peut-être. Oui, c'est vrai que nous, on n'a pas de chiffres spécifiques au numérique responsable en tant que tel, mais on a quelques chiffres qui sont intéressants, qui sont issus du baromètre des ODD, donne un petit peu une idée de l'implication des entreprises, en tout cas dans les objectifs de développement durable. Et on sait que certains aspects du numérique responsable se retrouvent dans ces objectifs de développement durable. Donc, c'est un baromètre qui est réalisé par l'Université d'Anvers et l'UC Louvain. Et on voit qu'en tout cas, au niveau des objectifs de développement durable, il y a un réel engouement des entreprises au niveau, en tout cas, de l'attention que les entreprises vont porter aux ODD. Donc, le baromètre avait montré que 58% des entreprises se montraient prêtes à s'impliquer dans les ODD en 2020. Elles sont 73% en 2022, dans le baromètre qui est sorti il y a quelque temps. Donc, on voit qu'en tout cas, à ce niveau-là, il y a une prise de conscience qui est certaine. Après, là où on voit qu'il y a encore du travail à faire, c'est dans l'intégration au sein même des organisations de ces intentions. Donc voilà, là, il faut continuer à travailler là-dessus et voilà, c'est un petit peu là que le bas blesse, en particulier en Wallonie par rapport à la Flandre. Ça, c'est quelque chose qui a été constaté dans le baromètre. C'est que la concrétisation en actes se voit plus au nord du pays qu'au sud. Voilà. Olivier? Et alors effectivement, il n'y a pas d'études à ma connaissance qui dressent vraiment un bilan par rapport à ça sur la Wallonie en particulier. Maintenant, d'expérience, ce que je peux voir, c'est que la France a pris ce sujet en main beaucoup plus tôt que les autres pays d'Europe. En fait, on retrouve, que ce soit en Europe ou même dans le monde, la plupart du temps, les organisations qui travaillent sur le numérique responsable sont des fournisseurs de services ou d'équipements informatiques. On est plus orienté Green IT en règle générale uniquement. On a une série d'acteurs un petit peu partout aussi sur tout ce qui est inclusion et accessibilité. Mais si on reprend cet aspect global, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'INR en France a été créé par des entreprises utilisatrices de l'IT, des banques, des assurances, des chemins de fer, etc. Enfin, la SNCF, entre autres, Pôle emploi. Donc, tous des utilisateurs. Et c'est vraiment, c'est parti de là depuis 2014 à peu près. Donc, il y a un mouvement beaucoup plus ancien qui a permis aussi de créer une offre. Il y a énormément de PME qui se sont lancées avec des offres pour répondre aux attentes de ces grandes entreprises qui ont créé de la demande. Et en Belgique, pour l'instant, on en est encore au stade de la sensibilisation. Il y a très, très peu d'acteurs qui ont des offres de type numérique responsable. Et donc, on a un petit défaut de compétitivité potentiellement. D'autant plus que dans les achats publics et dans les achats des grandes entreprises, il y a de plus en plus de critères de type développement durable. Mais dès qu'on parle de numérique, ben, ça va être des critères numériques responsables. Et aujourd'hui, pour y répondre, les PME françaises sont nettement mieux positionnées que les PME belges, parce que simplement, les PME belges sont encore qu'au stade de la sensibilisation, voire même pas du tout. Donc je suis très heureux de voir qu'il y a pas mal de choses qui se font, en particulier avec HEC Liège, les cahiers du digital, mais ça permet de faire passer les messages, des informations comme aujourd'hui aussi, et c'est occupé à prendre petit à petit. Et de façon assez intéressante, là on a une petite avance sur la Flandre peut-être, parce que le côté francophone suit un petit peu ce qui se passe en France, même si on est avec un certain retard, là où la Flandre va être très silotée sur les actions, va être très orientée
par exemple, uniquement sur les équipements et la deuxième vie ou des choses comme ça. Et on commence à avoir cette action au niveau francophone en Belgique qui est un petit peu plus avancée déjà et où on commence heureusement à avoir de l'intérêt et on le voit à travers nos membres. La majorité de nos membres sont plutôt francophones ou nationaux. Alors, j'aimerais rebondir sur le point qui a été mentionné à l'instant par Olivier, la compétitivité. C'était aussi l'une des premières missions de l'UE quand Lisa a présenté. J'ai pu noter qu'effectivement, rester compétitif pour nos entreprises, c'est clé. On sait la période très compliquée dans laquelle on se trouve actuellement pour nos entreprises, particulièrement aussi les PME. Se lancer dans une politique de numérique responsable, on ne va pas se le cacher, ça a forcément aussi un coût. Est-ce que ce n'est pas finalement une contrainte supplémentaire qu'on risque de s'affliger en tant qu'entreprise? Je me fais un peu l'avocat du diable. Comment effectivement voir cela de manière peut-être comme étant un investissement qui va pouvoir avoir un retour à un moment donné dans le temps, Lisa? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une question cruciale et c'est normal que les entreprises se la posent, hein. Une problématique principale des entreprises, c'est le retour sur investissement de ce qu'elles vont mettre en place en leur sein, surtout effectivement en période de crise, sachant qu'effectivement, il y a déjà pas mal de difficultés auxquelles les entreprises doivent faire face pour le moment. Mais comme je le disais dans l'intro, on est persuadé, en tout cas à l'UB, et c'est confirmé par différentes études, dont l'étude d'Agoria que j'ai mentionnée tout à l'heure et qui est vraiment très intéressante. Je pourrais peut-être remettre le lien par après pour ceux que ça intéresse, parce que cette étude qui a été menée en collaboration avec Accenture, elle a confirmé par des chiffres concrets que le retour sur investissement de l'emploi de technologies numériques pour réduire son empreinte environnementale est positif à long terme. Et que donc, il y a véritablement un renforcement en fait, de l'avantage compétitif des entreprises de par des opportunités de croissance qui sont engrangées par la mise en œuvre de ces technologies numériques au sein de l'entreprise. Et donc, en résumé, en tout cas, de ce message-là, peut-être qu'on aura l'occasion par après d'y revenir. Ce lien pour lequel nous avions déjà une intention première et une intuition première est confirmé en tout cas par les études qui sont menées. Et donc, on a véritablement envie de montrer aux entreprises qu'il y a pour elles des opportunités là-dedans en termes de croissance, également en termes d'emploi. Quelque chose aussi qui a été déjà prouvé auparavant dans l'initiative Make Difference, qui est liée à tout ce qui est industrie 4.0, industrie du futur. Nicolas, je pense que c'est des concepts qui te parlent également hein, et qui parlent, j'espère, aussi à d'autres participants dans l'Assemblée, qui visent en fait au travers de cette transformation principale à faire de l'entreprise une entreprise transformée numériquement. Donc, il va pouvoir, je dirais, améliorer son fonctionnement et son interaction humain-machine grâce au numérique. Et il y a dans ces 7 transformations, pas mal de transformations qui sont liées notamment à tout ce qui est Eco-Factory. Et au travers des exemples qu'on a eus d'ambassadeurs Make Difference, tous les exemples ont montré qu'il y a eu un impact positif sur la croissance de l'entreprise et également sur l'emploi, le taux d'emploi de ces entreprises. Elles ont augmenté leur personnel. Donc, ce sont des exemples qui véritablement tentent à montrer que oui, l'impact sur la compétitivité des entreprises, il est positif. Voilà. Peut-être en 2 mots, Olivier, tu confirmes cela? Est-ce que c'est le même constat? C'est positif? Oui, alors il y a d'une part, ce qui est intéressant à voir avec le numérique responsable, c'est que ça ne demande pas d'office une énorme initiative, c'est pas un grand projet qu'on va lancer, on va arrêter d'autres choses, et cetera. C'est quelque chose qu'on doit intégrer dans sa façon de travailler, de sa façon de faire les choses. C'est une transformation de façon de faire les choses, mais un développeur applicatif reste un développeur, c'est juste qu'il comprend ses impacts et qu'il est capable, grâce à ça, de les réduire et de même pour chacun des métiers. Et de façon générale, on voit que il y a une série d'études qui montrent qu'effectivement, les entreprises qui font plus attention à leur durabilité, sont globalement plus compétitives et plus rentables aussi. Donc là, on est dans le même domaine. Euh, et comme je disais, le coût n'est pas spécialement grand et on peut avoir même des réductions de coûts sur tout ce qui est achat d'équipements ou maintenance des logiciels, réduction de la dette technique, des choses comme ça. Euh, En ce qui concerne l'étude Agoria, évidemment, comme la plupart de ces études qui sont plus positives, c'est souvent des études qui sont issues
du secteur de l'IT, des fabricants et des fournisseurs IT. Les autres études sont un tout petit peu moins positives quand même, mais on arrive tous à la même conclusion, c'est qu'il y a évidemment plein de bonnes choses apportées par le numérique. Et il y a une série d'impacts. Et ce qui n'est peut-être pas assez souligné dans l'étude d'Agoria, c'est que oui, on a toute une série de gains. Il n'empêche qu'il y a toute une série d'usages sur lesquels on doit absolument réduire notre empreinte et nos usages. Et typiquement, changer de télévision à chaque Coupe du Monde, ou de smartphone tous les 2 ans, des choses comme ça, c'est vraiment catastrophique pour l'environnement. Et donc, il ne faut pas se protéger derrière le fait que ah ben oui, le numérique permet de faire des gains environnementaux dans toute une série de domaines. Donc, allons-y à gogo dans tout le reste. Non, il faut vraiment envisager la sobriété et voir comment est-ce qu'on peut mettre toute cette technologie au service de la réduction de l'empreinte environnementale le plus fort possible, mais sans oublier la sobriété dans ses usages. Alors, ça a été dit, ça vient d'être redit. Beaucoup de ces études ou des initiatives ont été lancées au départ par des fournisseurs IT, par des entreprises donc, du monde privé. Or, un mot qui revient quand même souvent à l'avant-plan, c'est le greenwashing. Donc, on ne peut pas non plus, il faut quand même se montrer critique et considérer que certaines entreprises vont vouloir à un moment donné peut-être se positionner sur la thématique plus pour des aspects de communication qu'à par réelle intention de sobriété. Est-ce que là aussi, il y a des critères ou des éléments, des indices qui peuvent nous alerter sur le fait de considérer que certaines initiatives relèvent plus du greenwashing que de l'intention concrète? Et finalement, est-ce que ce ne sont pas les entreprises qui en parlent le moins qui en font le plus? Olivier. Bonne question. Alors, effectivement, dans les organisations que je côtoie régulièrement, celles qui en parlent peu à l'extérieur sont souvent plus actives en interne et veulent pousser l'exercice plus loin avant de commencer à communiquer, ce que je trouve effectivement assez intéressant. Et celles qui sont les plus actives sont souvent celles qui sont plus éloignées, entre guillemets, de l'IT. Ça peut être des choses où l'informatique n'est clairement pas leur cœur de métier et où malgré tout, c'est un élément vraiment important. On va retrouver ça dans une série d'administrations, de services publics. Par exemple, la STIB, clairement, ce n'est pas l'informatique qui va être le plus gros impact pour eux d'un point de vue environnemental, mais il y a vraiment toute une démarche chez eux. Donc, les transports bruxellois, dans ce cas-ci, on va retrouver la même chose dans toute une série de banques, d'assurances, où l'aspect financier est beaucoup plus important que l'informatique. Néanmoins, ils sont vraiment très actifs. On voit qu'il y a de gros efforts qui sont faits en interne. Alors, détecter le greenwashing, que ce soit dans l'informatique ou dans le reste, c'est une question d'apprentissage quelque part. Hein. C'est quels sont les messages trop verts. Quand on nous parle de net zéro carbone ou des choses comme ça, c'est des messages qui doivent alerter. Ça veut dire qu'en règle générale, l'entreprise qui parle de ça ne mesure que son empreinte en scope 1 et 2. Donc, pour ne pas aller trop loin dans le détail, c'est vraiment regarder une partie très limitée de leur empreinte sans tenir compte de tous les impacts à la fois de tous leurs achats et de tous les services qu'ils vont livrer, et en particulier de l'impact sur leurs clients. Si on prend par exemple, je reprends l'exemple d'une banque, on parle du net banking, hein, si elle ne tient pas compte de l'empreinte de son application sur les smartphones de tous ses utilisateurs, elle ne regarde pas son empreinte au total. Et donc voilà, ça c'est des choses en fonction du scope qui est mentionné par l'entreprise lorsqu'elle parle effectivement de compensation carbone, de choses comme ça. C'est des choses qui peuvent rapidement alerter si on n'est pas d'abord dans la réduction de l'empreinte. Alors, Lisa, outre le credo c'est bon pour la planète, est-ce que l'Union wallonne des entreprises peut aussi penser à d'autres arguments pour convaincre ses membres d'initier des actions en matière de numérique responsable? On a déjà dit un mot sur le côté return positif, mais est-ce que, voilà, plus largement, en termes de RSE, en termes de humain peut-être, est-ce qu'il y a d'autres arguments que on va tenter de bâtir un meilleur monde pour essayer de sauver la planète, même si je n'aime pas trop l'expression? Oui, mais c'est vrai que au-delà de l'engagement pour la planète, c'est vrai que ça fait partie aujourd'hui de l'image de marque de l'entreprise, ça c'est certain. Et dans une époque où voilà, on évoque une certaine guerre des talents, en tout cas pour pas mal de profils qui sont cherchés pour les entreprises, ça devient effectivement important pour elles aussi de pouvoir agir en la matière. On ne va pas dire que c'est du greenwashing, mais enfin, ça fait quand même partie, en tout cas, de l'attractivité de l'entreprise, de montrer que l'entreprise propose des choses en matière d'engagement voilà, sociétal, environnemental,
pour justement pouvoir, au niveau de l'attractivité de l'image de marque vis-à-vis de profils recherchés, on sait que ça peut jouer en tout cas sur cette attractivité par rapport à la recherche de sens, de s'engager dans une entreprise qui a des valeurs. Voilà, c'est important à l'heure d'aujourd'hui que les entreprises s'engagent là-dedans, ça c'est certain. Olivier, dans ta présentation, tu as donc mis l'accent sur les équipements utilisateurs comme étant la principale source de problèmes. Est-ce que, petite précision, on considère l'utilisateur final et donc nos tablettes, nos smartphones, etc. Mais est-ce qu'on on englobe là aussi les entreprises donc en tant qu'utilisateur? Est-ce que c'est bien à la fois le côté professionnel et privé? Est-ce qu'il y a une différence à faire entre les deux? Ou est-ce que tout ça finalement est assez est-ce que c'est semblable, similaire en termes Oui. de poids? Donc effectivement, dans les études globales comme celles que j'ai montrées, les équipements utilisateurs des entreprises sont inclus là-dedans, hein, nos laptops, etc. Et ce qu'on voit, c'est que suivant les études, ben, on se rend compte que les personnes qui travaillent dans tout ce qui est service, les employés de façon générale, ils sont beaucoup plus connectés pendant toute la journée la population moyenne. Et donc, on a effectivement une empreinte globalement, une empreinte personnelle euh, lorsqu'on prend les usages privés et professionnels ensemble, on a une empreinte personnelle plus élevée pour les employés que pour la moyenne de la population. Suivant une étude de l'ADEME, par exemple, on est à peu près 8% pour la moyenne de la population de notre empreinte globale qui est liée à l'informatique, et on est à un peu plus de 10% pour les employés, en particulier à cause de tout le matériel informatique qui est utilisé dans les bureaux. Là où le reste de la population, ben, on va avoir toute une série de très jeunes enfants, de personnes retraités, de métiers plus manuels, des choses comme ça qui vont être potentiellement avec beaucoup moins d'usage numérique. Lisa, si demain une entreprise affiliée ou non à l'Union wallonne des entreprises, mais prenons effectivement une qui le serait et qui donc a des contacts privilégiés avec vous, quel est et qui vous dit, voilà, moi j'aurais bien envie d'initier une politique de numérique responsable, quel est le conseil que tu vas leur donner? Un des conseils, en tout cas, premier, qui est basé sur l'expérience aussi qu'on a avec plusieurs entreprises qui se sont un peu lancées là-dedans. Premier conseil, c'est d'avoir une feuille de route. Ça, c'est un conseil primordial. Ça ne donne pas, en fait, partir tous azimuts, parce que la thématique, elle est à 360 degrés, évidemment, et c'est très bien hein, comme ça, mais il faut choisir quelques chevaux de bataille sur lesquels on va travailler en premier lieu. Et en règle générale, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 3 ou 4 priorités qui sont fixées au niveau de l'entreprise, au niveau de cette feuille de route, dans ce que l'entreprise va tenter de mettre en place de façon prioritaire. Et ça, c'est propre à chaque entreprise. Hein. Aussi, ce n'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre et qui est nécessairement commun à toutes les entreprises. Donc, il faut aussi que l'entreprise puisse faire un travail là-dessus, mais c'est certain commencer par une feuille de route avec 3 ou 4 priorités que l'on va essayer de mettre en œuvre dans l'année ou dans l'année qui suit. Ça, c'est un premier pas que l'on conseille de faire pour se mettre en marche, en fait. C'est une politique des petits pas. Et alors aussi, il y a tout ce qui est bien évidemment échange d'expérience qui est crucial. Hein. C'est pour ça, c'est ce qu'on essaie d'encourager au niveau de l'UE. C'est pour ça qu'on travaille aussi sur base de commissions et de groupes de travail. Il y a aussi, bien entendu, c'est la démarche que promeut Olivier au travers de l'Institut pour le numérique responsable, c'est que cet effet d'entraînement, de par le partage d'expérience, qui va permettre à la fois de se faire accompagner au long du chemin et de pouvoir aussi accompagner cette transformation au sein de l'entreprise. Si je peux peut-être rebondir, effectivement, la feuille de route, c'est un des points vraiment critiques. C'est très important d'établir ça pour ne pas se partir dans tous les sens. Lisa a tout à fait raison. Ce qui est difficile à faire, c'est de choisir les bonnes priorités. Et ce qu'on voit au début, c'est pour ceux qui ne connaissent pas trop le sujet, qui ne le maîtrisent pas, c'est qu'ils entament en règle générale une série d'actions, comme par exemple communiquer à tous les utilisateurs, à tous les collègues, tous les collaborateurs, une grande campagne de nettoyage des emails et des données. Et très souvent, c'est ce qui est fait en premier. Et puis, en fait, ça a un impact potentiellement, voire négatif, en fait, parce que si c'est fait n'importe comment, on va plus consommer pour nettoyer ces emails que les gains qu'on va réaliser grâce à ce nettoyage. Et donc, la première chose qu'on conseille fortement pour établir la feuille de route, c'est de mesurer.
Donc, une des choses qu'on fait, c'est qu'on fournit à nos membres un outil qui s'appelle le Winner. C'est un jeu de mots fait par mes collègues français. Oui pour nous, NR pour numérique responsable. Et c'est un outil gratuit pour tout le monde qui va donner une vue globale et pour nos membres qui va donner une vue beaucoup plus détaillée sur les sources d'impact d'émissions de carbone dans ce cas-ci et aussi sur les problématiques de maturité en termes de gestion de l'informatique pour qu'elles soient un petit peu plus responsables. Et ça permet, les résultats permettent aux entreprises de prioriser leurs actions et de travailler avec une approche 80-20, aller chercher les actions qui vont leur coûter 20% de l'effort total pour apporter 80% des bénéfices et puis partir sur une démarche d'amélioration continue, effectivement à travers une feuille de route. Et une des choses qu'on est occupé à créer aussi pour nos membres, c'est un outil de roadmap en fait quasiment automatique qui va leur permettre de sélectionner une série d'actions par type par grande catégorie, par priorité, par niveau de maturité, pour établir cette feuille de route beaucoup plus facilement, puisque la vraie problématique qu'il y a dans le numérique responsable, c'est que c'est un domaine extrêmement large, avec pas mal potentiellement de greenwashing et de fausses bonnes idées. Et donc, c'est un petit peu essayer de créer aider à créer cette roadmap et aussi d'avoir des liens vers toute une série d'outils, de guides, etc. pour chacune de ces étapes. Voilà, ça je pense que c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est effectivement la quantité d'informations qu'on peut avoir sur le sujet qui peut être très large ou qui est nulle si on ne fait aucune recherche. Je pense que ce qui est important, en tout cas, de préciser, c'est que toute démarche initiée est positive, en fait. Je pense que ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut quand même souligner. Quand je parlais de petits pas, voilà, il faut pas hésiter, je pense, à se lancer dans des choses qui peuvent peut-être paraître anecdotiques, hein. On peut se dire, en quoi est-ce que ce que je fais va avoir un impact sur la problématique est tellement vaste. On peut se sentir un peu submergé, hein, toutes ces problématiques aussi quand même d'éco-anxiété où on se sent un petit peu dépassé par l'ampleur des enjeux et où on a l'impression que ce qu'on va faire ne va servir à rien. Mais voilà, les petits ruisseaux font les grandes rivières et je pense que c'est un peu le message qu'il faut faire passer, c'est que même si on a l'impression que ce qu'on va mettre en place c'est pas beaucoup, c'est pas assez. Je pense que c'est toujours important de se lancer là-dedans. Je trouve que c'est un très beau message pour clôturer l'échange. Je vois que ça s'active aussi sur le chat. Donc, je pense qu'on a voilà, on a respecté le timing. Je me retourne vers Anne et je laisse peut-être alors la possibilité à nos participants de réagir et de poursuivre effectivement le débat. J'ai vu quelques questions, merci Nicolas, qui sont remontées dans le chat. Du coup, on me demande, quel est selon vous le rôle à jouer au niveau des politiques publiques, on n'en a pas encore parlé, pour inciter ce changement au sein des organisations. Alors en Belgique et peut-être l'Institut du numérique responsable aussi en France et en Suisse, il y a peut-être des autres choses qui se font chez nos voisins. Ce qu'on voit, alors c'est assez complexe pour les politiques, je pense, parce qu'ils ont en priorité la question du développement économique et de la gestion de la crise, etc. Et donc, les priorités ne sont pas toujours mises au niveau durabilité, en particulier dans le numérique. En Belgique, on voit que ça n'est pas l'axe qu'ils regardent en premier. Ce que j'observe en France, c'est qu'il, de nouveau, de par le fait qu'il y a plus d'organisations qui sont lancées dans le mouvement, il y a une attention plus grande du gouvernement aussi. Il gère cette complexité, cette dualité potentiellement relativement bien en ayant toute une série de groupes qui travaillent sur la partie numérisation et toute une série de groupes qui travaillent en parallèle sur les impacts environnementaux et sociétaux du numérique. Et on a une forte collaboration avec le gouvernement français directement, avec la DINUM, la direction interministérielle du numérique justement, pour créer toute une série d'outils, de guides, etc. avec eux. En Belgique, pour l'instant, c'est un petit peu plus compliqué et j'espère effectivement que les politiques au sens large vont se réveiller un petit peu par rapport à ça. La région bruxelloise est fortement en avant sur les autres régions. Ils regardent vraiment leur empreinte, comment la réduire, etc. Comment embarquer aussi les entreprises dans cette même démarche et donc avoir à la fois les aspects positifs et gérer les aspects négatifs du numérique. Il y a une réflexion plus poussée au niveau de la région bruxelloise pour l'instant que sur les autres régions, de mon expérience en tout cas. D'accord. Lisa, je ne sais pas si ça fait... Mais si, enfin, de toute façon, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pour, entre guillemets, voilà, prendre de front cette problématique, il faut vraiment pouvoir travailler sur cette triple hélice. Les entreprises, les citoyens, le gouvernement, et chacun a un rôle à jouer. Au niveau du gouvernement, c'est certain que voilà, il y a un cadre politique
fort qui doit être aussi fixé par le gouvernement. Il y a aussi tout ce qui a trait à la formation aux compétences sur lesquelles le politique a un rôle à jouer. Au plus, les gens aussi seront formés, disposeront de compétences aussi en matière aussi d'usage numérique. Au plus, ça participera aussi à cette sensibilisation à des bonnes pratiques pour un numérique responsable. Lorsqu'on voit l'impact du visionnage de vidéos en 3G, 4G, je pense que si on va dans la rue et qu'on demande aux jeunes s'ils savent l'impact environnemental que ça a de regarder des vidéos sans arrêt en données mobiles, je pense vraiment qu'il n'y en a pas beaucoup qui, à mon avis, sont conscients de l'impact environnemental de leurs usages. Et ça commence aussi dès le plus jeune âge. Et j'ai l'impression que c'est des choses dont on ne parle vraiment pas beaucoup. Donc, c'est certain que voilà, chacun a un rôle à jouer à son niveau et des responsabilités à prendre. Ça, c'est certain. Merci. Et alors, une autre question, c'était est-ce que vous avez des chiffres sur les proportions d'entreprises ou d'institutions qui ont justement une politique plutôt de remplacement de matériel informatique plutôt que de rachat systématique au bout de 2-3 ans? Et votre opinion sur l'impact de cette politique par rapport à la compétitivité? Je ne sais pas quel veut commencer. Alors, je n'ai pas de chiffres à ce sujet-là. Mais je reprends la question. Quel est l'impact sur la compétitivité? Ouais. Attendez, hein, je relis vite la question. Politique de remplacement, donc alors il y a de plus en plus d'entreprises qui allongent la durée de vie, qui ont effectivement une politique de façon à allonger. On était sur même certaines administrations qui changeaient des laptops tous les 2 ans. Ça, c'était vraiment catastrophique. Il faut savoir que d'un point de vue électronique, on a la possibilité de tenir jusqu'à 10 ans sans aucun problème les machines. Évidemment, il y a des problèmes d'obsolescence programmée en partie de côté logiciel. Mais donc, on arrive de plus en plus vers les 5-6 ans. Et d'un point de vue compétitivité, en fait, il n'y a pas de perte parce que ça ne veut pas dire qu'on doit tous garder la même machine pendant 6 ans. On peut très bien, ou 7 ans, ou 8 ans, on peut très bien avoir les personnes qui ont besoin de machines très puissantes, que ce soit des développeurs informatiques, des architectes, des choses comme ça. Eh bien, on peut leur donner des machines neuves, très puissantes, et puis après 3 ans ou 4 ans, par exemple, les faire reconditionner et les donner à d'autres métiers dans l'entreprise, du support administratif, des choses comme ça, qui ont besoin de machines moins performantes. Et ces machines vont encore être tout à fait suffisamment performantes pour continuer à être utilisé jusqu'à 7-8 ans dans l'entreprise, sans qu'il y ait la moindre perte au total de la capacité informatique de l'entreprise. Et en même temps, ça aura réduit ses coûts. Donc, on est plutôt sur un aspect positif lorsque c'est correctement fait, de compétitivité améliorée, je pense, puisqu'on réduit ses coûts. Oui, moi, je n'ai pas de chiffres là-dessus non plus, mais je peux clairement dire qu'au niveau des entreprises, il y a vraiment eu un shift mental par rapport à la perception du matériel reconditionné. Il y a quelques années, c'était vraiment vu, mais enfin, c'est pas possible. Non, je peux pas fournir ça à mon personnel. Ils vont mal le prendre, entre guillemets. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est presque finalement, en fait, une demande aussi des employés. Hein, aussi, de nouveau, chaque fois, tout le rôle à jouer. Hein. Si l'entreprise propose, aussi, c'est important la perception que les employés vont avoir par rapport à ça et l'acceptation aussi de ce matériel reconditionné. Mais on voit que ça commence à devenir aussi une demande de la part des employés. Finalement, eux-mêmes, ils sont tout à fait réceptifs à la prolongation des équipements, effectivement, comme Olivier l'évoquait, mais aussi à la mise à disposition de matériel reconditionné. C'est plus du tout perçu comme étant quelque chose, en tout cas, de cheap ou voilà, de négatif, au contraire. Les quelques entreprises qui travaillent, en tout cas en tant que fournisseur d'équipements reconditionnés, nous disent que vraiment, ça marche du tonnerre pour elles ces derniers temps. Donc, c'est vraiment positif à ce niveau-là. Et si je peux rebondir là-dessus, effectivement, il commence à y avoir une demande, ça c'est quelque chose de très intéressant au niveau des employés. Autre chose qui aide fortement au fait qu'il y ait cet intérêt qui arrive, c'est que maintenant il y a une offre professionnelle de matériel reconditionné qui commence à exister pour les entreprises. Avant, on avait la possibilité d'acheter en seconde main des équipements. Maintenant, on est sur du reconditionné, voire du remanufacturé. Donc, on arrive à des machines qui visuellement sont exactement comme si elles étaient neuves, avec plus
de mémoire, avec tout a été réparé comme nécessaire, etc. Et avec des garanties de type 2-3 ans sans aucun problème, et aussi la possibilité pour les entreprises d'acheter en grande quantité. Dans le passé, on devait acheter 2 laptops Lenovo, 3 HP, 2 Mac, etc. Maintenant, il y a moyen de dire j'ai besoin de 50, 60, 80, 100 laptops exactement du même modèle, ce qui est nécessaire pour les entreprises d'une certaine taille pour réussir à gérer leur parc informatique. Et ça, c'est des offres qui n'existaient pas il y a un petit temps. Donc, on arrive aussi, il y a à la fois de la demande et il y a de nouvelles offres. Oui, et il y a aussi du leasing informatique reconditionné qui se développe. Quelqu'un l'évoquait dans le sous-groupe. Ça commence aussi à apparaître et ça permet aux entreprises, aux indépendants d'avoir aussi une garantie par rapport, voilà, si elles ont le moindre souci, il y a tout de suite une prise en charge aussi du problème informatique lié au matériel reconditionné. Donc, c'est des garanties supplémentaires. Et alors, il y a encore une question par rapport à la 5G, l'impact de la 5G. Voilà, est-ce que l'impact sera-t-il plus important? Est-ce qu'il y a déjà des estimations qui ont été faites? Et est-ce que, du coup, c'est un rôle à jouer au niveau utilisateur? Est-ce que la 5G sera plutôt utilisée par certains plus que d'autres? Il y a pas mal d'études différentes en fonction de qui crée l'étude, et les messages qui en sortent sont évidemment différents. Il y a certaines études qui sont aussi, moi je trouve très intéressantes, qui montrent par exemple comment il y aurait moyen de réduire l'impact du déploiement de la 5G, de faire quand même le déploiement de la 5G, mais sans qu'il soit trop catastrophique, et par exemple, en mutualisant les antennes plutôt que chaque opérateur doive déployer ses propres antennes, c'est un des éléments. De façon globale, pour les personnes privées, la 5G, alors la 5G comme on l'entend avec les nouvelles ondes millimétriques, etc., en allant au-delà des technologies qui commencent à exister aujourd'hui, déployées fortement en Belgique, la 5G totale pour le particulier n'a pas réellement d'avantage à ma connaissance. La plupart des cas d'usage existants sont tout à fait faisables en 4G pour le particulier. Là où ça a un vrai avantage, c'est si on regarde dans les villes, pourquoi est-ce que la 4G est saturée? Tout simplement parce que la bande passante est saturée par de l'utilisation de la vidéo. 80% de la bande passante, c'est de la vidéo. Donc on regarde des vidéos de chats dans le tram. C'est peut-être des choses dont on pourrait se passer et qui permettraient effectivement d'éviter de devoir déployer la 5G pour ce type d'usage-là. Là où la 5G est vraiment intéressante d'un point de vue compétitivité, c'est pour les entreprises. Il y a certains types d'entreprises qui vont réellement bénéficier, par exemple, pour certains types de robots qui sont très difficiles à piloter autrement que par de la 5G. Donc là, on serait plus sur de la 5G privée, qui, elle, a quasi certainement un sens. Par contre, la 5G publique le but de la 5G publique est d'aller au-delà de la question de la vidéo, c'est de nous donner des milliers d'objets connectés, d'avoir un frigo qui vous dit quand est-ce qu'il faut racheter du lait parce qu'il n'y en a plus. Ça, personnellement, je pense que c'est des choses qu'on peut questionner. Parce qu'on va se retrouver avec énormément d'objets, donc un effet rebond très très fort lié à tous ces objets connectés qui, en règle générale, en plus, ont une durée de vie très très courte. Tous ces capteurs, senseurs, etc., sont assez mal faits de ce point de vue-là, sont très vite remplacés, sont pas réutilisables par un autre fournisseur si jamais le premier fournisseur tombe en faillite ou des choses comme ça. Et ça, c'est des aspects qui, pour moi, sont très fortement sous-évalués. Mais je pense donc que d'un point de vue industriel, la 5G a du sens. D'un point de vue privé, malheureusement, je trouve que le débat a été fortement réduit. Mais je laisse Lisa et Nicolas commenter là-dessus, puisqu'il y a aussi le côté universitaire qui serait intéressant à entendre, je pense. Sur la 5G, en tout cas, oui, effectivement, bon, je rejoins ce que dit Olivier, il y a parfois un peu du cherry picking, selon le point de vue que chaque partie a décidé d'adopter. Ce qui est quand même certain, c'est qu'effectivement, la 5G a une efficacité énergétique qui est plus importante que la 4G, donc ça, c'est certain, et qu'elle va permettre de déployer l'usage de technologies numériques qui, pour le moment, ne sont pas efficaces parce qu'il y a des problèmes notamment de latence et de réactivité au niveau du passage de données. Donc ça, c'est certain. Après, effectivement, comme pour toutes les technologies numériques, la plus grande menace, c'est notamment l'effet de rebond, ça c'est certain, qu'on a toujours observé jusqu'à présent dans la plupart des améliorations technologiques, et également la production de déchets de par le renouvellement des devices. Donc ça, c'est certain que ce sont des éléments sur lesquels il faut travailler dans le cas de la 5G, comme dans le cas, je dirais, de l'évolution des technologies numériques.
C'est un petit peu ça qu'on a envie de dire, en fait. C'est que finalement, on se focalise sur la 5G, mais ce débat, il est global à l'évolution numérique. Et juste dire, on ne veut pas de 5G parce qu'il y a des effets de rebond et parce qu'il y a des déchets, ben, il y en a déjà maintenant. Et enfin, voilà, de toute façon, avec ou sans 5G, ces effets sont là. Donc, il faut quand même, au-delà de ce débat, voilà, qui n'est pas l'objet de la conférence ici, je pense que vraiment, il faut aussi marteler ce message qu'il ne suffit pas de dire que parce qu'il n'y aura pas de 5G, il n'y aura pas d'augmentation de la consommation énergétique liée aux usages numériques. Oui, bah, tout à fait d'accord et aligné avec ce qui vient d'être dit, bien entendu. Juste, effet rebond a été mentionné plusieurs fois. Donc, l'idée, c'est clairement qu'à périmètre constant d'utilisation, bah, une technologie va progresser et donc va avoir de meilleurs rendements. Mais l'idée, c'est que ces meilleurs rendements engendrent en fait une surconsommation et le périmètre alors va évoluer. Je regarde, je parle évidemment sous le contrôle d'Olivier. Ce n'est peut-être pas la définition officielle, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Pour le reste, oui, très clairement, il faut questionner les usages, et donc c'est le pourquoi qui est la première question à se poser, et pas une adoption aveugle et non réfléchie, mais vraiment de se poser la question du sens que cela a. Sinon, voilà, on est en dehors, on ne réfléchit pas dans le cadre du numérique responsable et de la sobriété numérique, très clairement. Ouais, je vois que dans le chat, quelqu'un dit je ne peux pas entendre le discours, il y a déjà des déchets comme excuse pour poursuivre des développements aveugles. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le message que je fais passer. Donc voilà, je pense que là, la personne n'a pas compris du tout le sens de mon intervention. Je n'ai pas dit que parce qu'il y avait déjà des déchets, il fallait continuer sur la même voie, bien au contraire. Je pense que Nicolas, en tout cas, voilà, Bermondi a répondu déjà à cette remarque-là. Et alors, j'ai une question un peu plus pratico-pratique. On me demande si c'est bien correct que les deux plus gros impacts pour une entreprise de services, c'est bien le remplacement de tout ce qui est matériel informatique et moins de vidéos. Est-ce que on partirait là-dessus Donc au effectivement, pour premier une pas? entreprise moyenne, je parle de moyenne pas juste en taille, mais dans la moyenne des entreprises, le premier impact va être lié aux équipements informatiques et pas juste la question du remplacement, mais ça va être toute la gestion de la durée de vie des équipements. Donc c'est en acheter moins, si on doit acheter si possible du reconditionné, le garder le plus longtemps possible tant qu'on l'utilise. Une fois qu'on ne l'utilise plus, ne pas le garder dans un tiroir, mais donner une deuxième vie à ces équipements. Ça peut être les donner à des associations, ça peut être les revendre, ça peut être utiliser effectivement du leasing pour être certain qu'il y a une deuxième vie et mettre dans son contrat de leasing d'ailleurs des critères pour s'assurer qu'il y aura bien une deuxième vie qui sera donnée à ces équipements ou une troisième vie, etc., etc. Donc la partie gestion de la durée de vie des équipements des utilisateurs internes en premier et aussi des équipements type serveurs et autres et toute la réflexion de la migration potentiellement des serveurs vers le cloud. Donc là, on est sur l'infrastructure au sens large. Au niveau des usages, alors moins de vidéos, ça va dépendre. Il y a toute une série d'entreprises qui n'utilisent pas du tout la vidéo ou qui l'utilisent très peu pour des communications. Enfin, je ne parle pas des vidéos comme Teams, etc., mais je parle de vidéos type publicité, réseaux sociaux, etc. Donc là, effectivement, il y a cette réflexion autour de la vidéo. Et puis, il y a la réflexion autour des autres usages. Par exemple, quand même, les emails, ben, comment réduire la création de nouveaux emails et d'emails très lourds. En particulier, éviter d'envoyer des fichiers, des photos, des vidéos, encore pire, à travers des emails. Et à ce moment-là, utiliser des plateformes de transfert, des outils de collaboration, des choses comme ça. Il y a toute une série de choses à faire sur les usages au sens large et qui vont permettre de réduire la quantité de données transférées. Donc, vidéo, c'est l'exemple type, mais je dirais la quantité de données transférées et stockées au sens large est quelque chose que l'entreprise doit certainement regarder. Et je dirais un troisième point qui est peut-être très important aussi à ressouligner, c'est la partie accessibilité, inclusion, etc. Lorsqu'on n'en tient pas compte, l'entreprise se ferme à toute une partie à la fois de collaborateurs potentiels en choisissant des outils qui ne sont peut-être pas suffisamment accessibles pour des collaborateurs internes et d'autre part à des clients. Si je prends par exemple certains types de handicap, eh bien, une personne sur quatre de plus de 65 ans en Belgique souffre d'un handicap. Et une personne sur quatre, en général, les plus de 65 ans ont quand même
des capacités d'achat qui sont non négligeables. Donc on peut, pour une entreprise qui est B2C, ben, on peut se fermer à toute une partie de ses clients potentiels. Et dans le monde, si on regarde tous les âges confondus, c'est une personne sur 7. Et donc de nouveau, ne pas tenir compte des handicaps, eh bien, ça peut être vraiment quelque chose de bloquant. Et parfois, c'est des choses très simples à mettre en place qui permettent à l'entreprise de s'ouvrir à une base supplémentaire. Je parle d'entreprise d'un côté, mais évidemment, pour tout ce qui est administration, services publics, université, etc., eh bien, à ce moment-là, c'est les usagers, les citoyens qui sont concernés. Et je pense que c'est vraiment important de regarder ces aspects-là aussi. Dans certains cas, il faut même parfois faire des choix qui peuvent être un tout petit peu cornéliens, mais s'il faut choisir, personnellement, je mettrais l'accessibilité au-dessus de l'empreinte environnementale pour une série de problématiques. Clairement, il y a des personnes qui ne peuvent pas vivre sans toute une série d'équipements numériques parce que, et là, ça a tout à fait son rôle à jouer, le fait d'avoir une certaine empreinte, mais le tout, c'est d'être conscient à ce moment-là de cette empreinte par rapport à d'autres choses. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, effectivement, c'est la conscience de l'impact de nos usages numériques au sens large. On est tout à fait habitué au fait que prendre l'avion trop souvent, des longs vols, des choses comme ça, c'est mauvais. Prendre sa voiture tout le temps, c'est mauvais. Et on ne sait pas que utiliser les usages informatiques comme on les fait aujourd'hui, on est dans les mêmes types d'impact en fait. C'est simplement ça. Et une fois que les gens savent où ils se trouvent et quels sont une fois qu'ils ont les clés, au moins ils peuvent prendre les décisions. Le but, c'est certainement pas de les culpabiliser, c'est de prendre des décisions éclairées en étant conscient de son impact. Je pense que c'est ça qui est le plus important.